J'aime bien. Et si tu dis ces noms-là, c'est aussi une forme de provocation, quoi, en disant mais qu'est-ce que vous faites, quoi. C'est ce qui transparaît de tout le livre. Qu'est-ce que l'État fait? Voilà. Alors l'État, à un moment donné, c'est ça aussi, c'est flippant. On voit à quel point la faiblesse des États, leur ignorance par rapport à la fois aux mécaniques que tu décris, et puis par rapport à ces multinationales. La DGSE, finalement, c'est quasi un épiphénomène, où quand tu vois l'attitude de la DNEF sur ces questions de fraude et de fiscalité, je ne parle pas d'autre chose. Je suis très optimiste, je pense qu'on est au début de quelque chose. D'ailleurs, pour moi, tu es un des pionniers, si ce n'est le pionnier en France, qui a commencé à mettre la lumière sur ces histoires-là. Ouais. Et je pense que, moi, je crois véritablement à la systématisation. Le but, c'est pas de faire des grosses révélations, c'est de mettre de la lumière sur ces agissements. Parce que ces gens, moi, j'ai rien contre les riches, c'est pas le problème. Le problème, c'est ceux qui trichent qui me dérangent. Et ceux qui trichent et qui se font de l'argent là-dessus, en trichant, ils basent leur force, leur domination même sur du mensonge. Donc, si on met de la lumière sur leurs agissements, je pense qu'on peut réduire leur pseudo-puissance de façon importante. Le but, c'est pas une lutte, si tu veux, avec de la haine ou de la rancœur, c'est vraiment leur demander des comptes en leur disant « Écoutez les gars, vous trichez, là ça suffit, on sait ce que vous faites exactement, vous êtes des sales gosses, arrêtez ». Alors j'ai trouvé, page 208, il y a un passage qui m'a intéressé. Alors tu dis, ces informations remontent au plus haut niveau sous forme de rapport au ministère des Finances, au Premier ministre, au Président de la République. Elles seront gardées sous le coude pour être exploitées dans le cadre d'un rapport de force dans l'ombre, dans une sorte de diplomatie parallèle. La question formulée à propos des fonds propres de nos banques me saute aux yeux. J'en déduis que l'État, au mieux, manque d'informations sur ce sujet, ou au pire, doute de celles qui lui sont officiellement fournies, notamment par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Cela donne une idée du pouvoir limité des structures étatiques face à l'empire financier. L'État français est écartelé entre le désir de voir nos multinationales prospérer à l'étranger, quitte à faciliter la fraude via les paradis fiscaux, et son devoir de protection des citoyens français en régulant une activité financière propre à s'emballer. Tu peux expliciter un peu parce que c'est là qu'on peut être effrayé, quoi, quand on... La question, c'est qu'est-ce qu'un paradis fiscal au final? Oui. Et le paradis fiscal, il y a des gens qui travaillent pour lui directement, indirectement. Et moi, dans mon expérience, j'ai vu que les hauts fonctionnaires français et les politiques français travaillent pour les paradis fiscaux et que l'État aussi utilise les paradis fiscaux. Donc on est devant un énorme problème. Tu parles des machines agricoles, ça m'a plu aussi, ouais. Qui servent bien à Dassault. Tu peux l'expliquer, ça, ou pas? Les machines agricoles, non, alors là tu parles, je pense, quand la DGSE me demande d'investiguer sur des schémas de rétrocommission. C'est ça, oui. Voilà. Donc là, oui, en fait, il faut savoir que l'État utilise aussi les paradis fiscaux ou les États pour financer des rétrocommissions sur l'armement. Et à un moment donné, la DGSE me demande de trouver les schémas de rétrocommission du compétiteur de Dassault, qui est un Suédois, enfin l'avion est suédois, c'est Gripen, hein, le Gripen. Et on me donne des éléments, en fait, les éléments qui me sont donnés par la DGSE, c'est une société basée en Inde qui rachète du matériel agricole. Donc voilà, en fait, les paradis fiscaux servent évidemment pour plein de choses, à commencer par des rétrocommissions avec des hommes politiques, pour de l'armement, pour les multinationales. La DGSE, sur les LuxLeaks, elle savait tout dès 2010. Quoi. Oui. Tu peux expliquer un peu? En fait, moi, à un moment donné, on a travaillé avec mon officier traitant pour en fait aspirer, si tu veux, tous les serveurs des cabinets d'avocats de Luxembourg. Et dans les cabinets d'avocats du Luxembourg, tu as évidemment tous les tax rulings qui sont là, les rescrits fiscaux. Et l'État français est au courant, au moins depuis 2010, de ces documents-là. C'est ça qui est dément, quoi. Enfin, on le sait, mais quand on le voit écrit, quand on voit comment ça se passe, on se dit, mais putain... Je trouve que les Français sont très résilients en réalité, parce que s'ils voyaient vraiment tout... Moi, le but du livre, c'était de montrer vraiment l'envers du décor. Enfin, j'ai essayé. Tu dis, à un moment donné... Mais je me suis pas... Non, mais t'as raison, je me suis pas penché sur ce problème qui est un autre trou noir de la finance offshore. Alors après, il y a des choses concrètes que tu racontes. Je voudrais 2 histoires qui montrent à quel point on est victime de ces agissements. Parce qu'on a l'impression tout le temps que, voilà, c'est des grosses sommes, ça va dans les paradis fiscaux, puis ça n'a pas d'effet sur le réel, quoi. Il y a Maury Ducrot, et il y a Samsonite. Ouais. Tu peux raconter ces 2 histoires, alors, comment tu tombes dessus, et les coûts humains, enfin ce que ça représente, quoi. Donc Samsonite, tout le monde connaît le bagagiste américain, leader mondial, qui avait une très grosse usine à Nain-Beaumont, dans le nord de la France.
Et à un moment donné, moi, quand j'étais à Jersey, j'ai vu la transaction quand Mitt Romney à la tête de son fonds d'investissement avec d'autres partenaires. Candidat à la présidence américaine. Voilà, candidat à la présidence américaine, a revendu Samsonite après avoir liquidé des sites de production comme Hénin Beaumont et ensuite l'a revendu à un autre fonds d'investissement luxembourgeois, enfin basé maintenant à Hong Kong. Mais donc j'ai vu, si tu veux, alors quand tu es dans le cabinet d'avocat, tu vois les contrats, tout ça, tu vois les transferts d'argent, tu vois pas ce qui se passe, enfin moi je m'en doutais évidemment, mais tu vois pas que tu vas avoir 300, 400, 500 personnes qui vont être laissées sur le carreau alors que l'entreprise est extrêmement bénéficiaire. Et je te coupe un peu parce que je trouve l'histoire de Samsonite malheureusement magnifique parce que tu as tout dans cette histoire. Tu as la montée du Front National, tu as des politiques qui laissent faire, qui ferment les yeux sur ces saloperies, et puis tu as la finance internationale qui pompe l'argent, qui balance les gens, et puis toi tu es là, tu vois ça. Non mais tu as raison, en fait c'est terrible, c'est un drame, c'est un drame antique si tu veux. L'affaire Samsonite, elle est entre guillemets emblématique, parce que tu vois vraiment tous les acteurs, les ouvriers, tu vois les politiques, tu vois la montée du Front National à cause des financiers, tu vois comment les financiers s'organisent. Et tu peux parler de Maury Ducrot. Alors Maury Ducrot, c'était une énorme liquidation qui s'est passée en 2015. J'ai investigué dessus, donc c'était après que je travaille, c'est quand je suis revenu en France, je travaillais plus pour la DGSE ou pour la finance. Donc c'est 5000 personnes qui travaillaient dans le fret routier qui ont été licenciées. C'était la deuxième plus grosse case française après Seb. Et moi, d'après mon investigation, et je ne suis pas le seul, puisqu'il y a aussi le liquidateur ensuite, j'ai oublié les syndicats ou non. Une autre instance aussi. Peu importe, on verra ça dans le livre. Qui arrive sur les mêmes conclusions que moi sur le fait qu'il y a eu des problèmes de malversation sur au moins 100 millions d'euros qui auraient été détournés de la part d'un fonds d'investissement français qui s'appelle Caravelle. Oui, mais là, sur Maury Ducrot, en fait, tu peux les aider, enfin, etc. Oui. Mais on peut faire chanter les propriétaires avec les informations que tu récupères. Enfin, on peut faire pression. Et en fait, ça ne se passe pas exactement comme tu l'avais imaginé. Non, parce que la justice aussi, c'est pas parce que tu amènes toute la logique et tous les arguments que la justice, en première instance, va dire vous avez raison. Et puis, les sommes sont telles. Et les juges ont peur, quoi. Moi, j'ai vu, enfin, quand j'étais dans mes procès en diffamation avec Clearstream, à un moment, j'ai dit, mais j'étais jugé par des magistrats dans leur connaissance de la finance internationale, c'était leur livret de caisse d'épargne, quoi. Et bien que tu leur parles, tu as l'impression qu'ils comprennent rien. Non, ils comprennent rien, oui. Et après, ils vont pas condamner. Il y a un vrai problème de formation chez ces magistrats. Tu sais pas s'ils comprennent pas pour certains. Je pense qu'il y en a beaucoup qui comprennent pas, et il y en a d'autres. Tu sais pas trop à quel jeu ils jouent, hein, très franchement. Parce que j'ai vu, j'ai vu la décision de justice, j'ai été atterré, ils n'ont pas du tout regardé les éléments et ils sont... Et là, on a senti que c'était politique quand même. Les salariés peuvent encore faire appel ou c'est plié cette histoire? Alors, c'est vraiment protéiforme, hein, l'affaire Maury Ducrot. Il y a eu plein d'actions différentes. Et il y a eu des actions au TJ, il y a eu des actions au Prud'homme, il y a eu plein d'actions. Et je sais qu'il y en a qui ont fait appel pour certaines actions. Alors, il y a des fois, on dit chercher la femme, et toi, tu dis chercher le hubo. Tu peux expliquer ce que c'est que l'ultimate Donc, le Ultimate Beneficial Owner, c'est-à-dire la dernière personne qui détient, en fait, ou le dernier responsable, la personne qui détient les actifs ou l'argent d'une entreprise. Avec les paradis fiscaux ou les coquilles, tu sais jamais trop, même si tu t'en doutes, tu sais jamais trop qui est vraiment derrière le dernier responsable. C'est d'ouvrir plein de portes, et tu tombes toujours. Ouais. Et l'ultimate, il est dur à trouver quand même. Ou pas? Non, moi ça va, je trouve... pour l'instant, j'ai toujours réussi à trouver les UBO. Alors, j'ai lu vers la fin du livre, parce que quand on signe des pétitions sur Avaz ou sur change.org, là où change... Oui, c'est ça. Oui. En fait, on finance des enfoirés qui font du offshore. Ouais, j'ai fait une petite boutade, oui, ils sont basés au Delaware, c'est un des plus gros paradis fiscaux du monde. Et donc, comment ils gagnent de l'argent avec les pétitions? Je crois que tu peux, pour que la pétition marche bien, tu peux donner de l'argent pour qu'elle soit mieux propagée dans les réseaux sociaux. Donc, vu que les bénéfices ensuite arrivent au Delaware, je présume que l'argent qui est récolté ici en France va au Delaware. Alors après, ce qui est intéressant, on parle des fonds souverains, des fonds offshore, etc. Mais là, il y a la notion de fonds, les fonds du fonds.
C'est-à-dire ces fonds souverains qui appartiennent aux États. Et on voit donc que les États interviennent aussi dans ce qu'on appelle le shadow banking. Enfin, ils vont aussi dans le offshore pour... en fait, ils utilisent finalement les mêmes méthodes que ceux qui poursuivent. Et à un moment, on est très troublé parce qu'on se dit que même la Caisse des dépôts, qui est une sorte de dernière banque publique, qui devrait être l'honneur de la France et même elle, quoi. Je veux dire, moi je l'avais vu dans l'affaire Quick, mais c'est ce que tu racontes et ça donne la nausée, quoi. On voit, oui, la Caisse de dépôt et de consignation qui investit à travers Ardian, donc qui est un groupe financier qui est anciennement AXA Private Equity, qui est un ancien département d'AXA. Et Ardian investit dans Mubadala, qui est un énorme fonds souverain d'Abu Dhabi. Ce fonds souverain investit, par exemple, entre autres, dans, par exemple, de l'armement russe, les Russian Helicopters, ce qui est doublement interdit, enfin, ce qui est interdit puisque il y a de l'embargo sur l'armement russe. Donc la France est liée à ça, la Caisse des dépôts. Ils investissent dans un fonds souverain qui fait ce genre de choses. Et ce même fonds souverain, comme par hasard, lui-même investit dans l'armement français, la même entité qui reçoit l'argent de la Caisse de dépôt. Ouais, j'ai vu ça. Ensuite, investit, achète l'armement à Naval Group. Donc il y a plein de choses comme c'est ce que j'appelle la diplomatie financière. Il y a plein de montages. Alors c'est extrêmement passionnant. Pour moi, c'est un peu le Graal. On est au cœur de la machine. C'est le cœur de la machine. Pour moi, c'est le Graal. C'est ce qu'il y a de plus opaque. Tout ce qui est fonds souverains et fonds de fonds, les fonds de fonds, pour moi, c'est le Graal. Ouais, c'est là où tu as le cœur du système qui est dedans. Ouais. Et comme on est tous un peu chasseurs, quand tu arrives à en choper un, tu te dis, putain, victoire. Généralement, tu es tout seul quand ça arrive.